Le 15 de France va-t-il droit dans le mur ? Qui est responsable du fiasco de la taxe sur les dividendes ? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme le retour d'Alessandra Sublet à l'écran, la présence d'Emmanuel Macron aux commémorations du 11 novembre seront au cœur de l'actualité avec notre invité Michel Leb et nous journalistes. Nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Michel Leb. Bonjour Fred, bonjour Michel Leb, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur Figaro Live. Nous sommes ensemble pour 46 minutes d'émission avec Michel Leb et nos journalistes en plateau. Nous anticiperons l'actualité. Nous poserons aussi vos questions à Michel Leb et peut-être que l'un d'entre vous aura la chance de lui poser une question par téléphone directement à Michel Leb. Absolument, Charlotte. Michel Leb, merci d'être notre invité. On est très heureux de vous accueillir. On va évoquer l'actualité de la semaine à venir et votre actualité, bien évidemment. Alors, vous venez tout juste de faire paraître 7 ouvrages, le dictionnaire de ma vie, dans lequel vous racontez des anecdotes sur votre métier, vous racontez votre vie, du divorce de vos parents à votre claustrophobie. Et puis aussi, vous fêtez vos 40 ans de carrière avec... C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Aznavour m'a dit 80. Il m'a dit, moi, je fais 80. 80, extraordinaire. 40 ans, c'est déjà bien quand même. C'est pas mal, quand même. C'est le bon début. C'est le bon début. C'est le bon début. Donc, un spectacle, Michel Leb, 40 ans. On voit l'affiche, évidemment, sur la scène du Casino de Paris du 14 décembre au 7 janvier 2018, en tournée dans toute la France et bien sûr chez nos amis suisses et belges par la suite. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. 40 ans de carrière, ça en fait des yeux, des paires d'yeux et des applaudissements, des mains qui vous applaudissent. Ils occupent quelle place dans votre vie, tous ces gens qui sont venus vous voir ? Une place essentielle, parce que sans eux, je reste chez moi. Donc, je passe des moments merveilleux avec eux. Chaque fois que je fais 2 heures de spectacle, depuis 40 ans, bon, ben voilà, il y a une histoire qui s'est installée, forcément. À un moment donné, il y a vraiment un lien. Et ce lien, c'est un lien d'affection, d'amitié, d'amour, quelquefois. Voilà, c'est un métier formidable pour ça. Ça vous maintient jeune, en tout cas. C'est ça, voilà. En pleine forme. Le résultat, on l'a sous nos yeux. Et voilà, merci, c'est gentil. Vous pouvez dire l'âge que vous avez, Michel Leb ? Faites un prix. Faites un prix. Faites un prix. En tout cas, vous faites plus jeune que votre âge, ça non, c'est non, certain. je le dis franchement, j'ai 70 ans, voilà, bon, il n'y a aucun mystère. Ah ben non, on parlait justement de Charles Aznavour, 80 ans de carrière. Il a 93 ans. Charles, l'autre jour, je l'appelle au téléphone parce que je vais boire un petit café chez lui. Il me dit, moi je veux bien, mais je suis à Pékin. C'est-à-dire, il voyage sans arrêt, il n'est jamais là. C'est extraordinaire. Et ça le maintient complètement en vie, en énergie permanente, quoi. Bon, bah super. Alors, votre one-man show, c'est un cadeau, évidemment, que vous faites à ce public qui vous suit depuis longtemps et qui vous aime. Un spectacle rempli de souvenirs, de parodies, d'imitations, de sketchs cultes. Et bien, justement, à propos de sketchs cultes, on regarde tout de suite un sketch culte. Évidemment, vous avez reconnu le sketch de la machine à écrire, un sketch hommage à un autre talent du rire, un grand talent du rire américain, Jerry Lewis, disparu l'an dernier. Ouais. L'été dernier. L'été dernier, absolument. L'été dernier. Vous aviez joué ce sketch devant lui ? Exactement. Il y a 40 ans même, non ? Oui, il y a 40 ans exactement. Il était à l'Olympia. Ouais. Je me suis pointé à l'Olympia. Je me suis fait passer pour un journaliste belge, enfin, qui voulait absolument l'interviewer. Finalement, je suis rentré dans sa loge. Je lui ai dit que je n'étais qu'un simple fan, que je voulais absolument lui serrer la main, c'est tout. Et je lui ai dit, et en plus, bon, bah, je fais votre sketch, la machine à écrire, je le fais dans un petit cabaret parisien. Si jamais ça vous dit, venez me voir. Il me dit, moi, je viens demain. Énorme.
Alors j'ai averti le directeur du cabaret qui m'a dit c'est ça, l'empereur de Chine va venir aussi. Non, je lui dis je vous assure qu'il vient. Et effectivement, au moment où j'étais en scène, d'ailleurs dans ce spectacle il y avait également Patrick Sébastien, il y avait Garcimore, il y a 40 ans. Et voilà, et là il est arrivé, j'ai fait le sketch de la machine à écrire. Il était en face de moi, je peux vous dire que j'avais un peu les jetons. Et puis, à la fin de ce sketch, on a parlé pendant une bonne heure tous les deux, et il m'a dit, il faut continuer. J'étais donc adoubé, et il m'a dit, allez-y, c'est formidable. Et c'est ce sketch d'ailleurs qui vous a fait... qui a lancé votre carrière, qui vous a fait connaître à la télévision en particulier. La télévision, grâce aux émissions de Guy Lux à l'époque, qui était vraiment le prince des variétés à l'époque. Justement, on parlait de sketch culte. À votre place, la semaine dernière, il y avait Manu Payet. Oui, j'aime beaucoup. Il vous a laissé un petit message. Eh bien, on l'écoute. J'ai réussi à faire un bisou à Laure Masson en colo. Je crois que c'était à Prapoutel, colo de ski Air France. Parce que j'ai fait à la soirée cabaret de la colonie le sketch de l'épicerie. Les petits rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Et voilà, et les bouteilles vides et les pommes de terre. Donc, merci, parce que Laure Masson, elle était très jolie. C'est bien, c'est sympa. Bon, c'est sympa parce qu'il nous a dit que vous l'aviez vraiment beaucoup marqué dans son enfance. Donc, vous savez, quand on a 40 ans de carrière, effectivement, on a en face de soi quelques jeunes qui débarquent et qui disent effectivement, c'est un peu inspiré de ce que vous avez fait. Vous avez lancé même la carrière indirectement de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de l'humour, qui s'inspirent. Écoutez, d'après ce que j'ai pu entendre dire ou qu'ils m'ont dit, Gad par exemple, Gad Elmaleh. Bon, je fais partie de ceux qui lui ont donné envie de faire ce métier. Bon, voilà, moi je suis très, très heureux pour eux. Ce sont des gens qui ont du talent formidable, quoi. On reviendra pour parler de tout ça dans quelques instants, mais là, sommaire. Oui, c'est le sommaire de cette première partie de l'émission. Léo Lecomte, journaliste spécialiste sport, nous dira s'il faut s'inquiéter pour le 15 de France en rugby, évidemment. À tout à l'heure, Léo. Mais tout de suite, on va parler... Salut Léo. Ouais. Salut Léo. Bonjour Michel. Tout de suite, je vous présente Marc Landré. Salut Marc. Hello. Nous allons parler d'économie, puisque demain, vendredi... le décor là tout de suite. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Ça cale. Demain, vendredi 10, pardon, j'ai un problème avec les dates. Vendredi 10, l'inspection générale des finances remet un rapport fort attendu, qui est un rapport demandé par Bruno Le Maire sur le scandale d'État de la taxe à 3% sur les dividendes. Respirez. Je respire. Donc je rappelle quand même, pour ceux qui nous regardent, cette taxe, en 2012, elle impose aux entreprises de payer une taxe. C'est François Hollande qui est président de la République. Cette taxe, entre 2012 et 2017, va rapporter à l'État 10 milliards. On est bien d'accord? Tout à fait. Il y a quelques semaines, le Conseil constitutionnel invalide cette taxe et dit à l'État, vous devez rembourser les 10 milliards empruntés aux entreprises. Enfin, donnés aux entreprises. Alors Marc, comment le gouvernement Philippe a-t-il prévu de rembourser cette facture non prévue de 10 milliards d'euros? Moi, je ne les ai pas. Hein. Ça tombe bien, il ne va pas vous les demander. C'est ça. Comment il va faire? Ces 10 milliards n'étaient pas prévus. Le gouvernement, qui savait que ça allait lui tomber sur la tête, quand je dis le gouvernement, c'est l'État au sens large, oui, bien sûr. Le gouvernement précédent avait mis de côté 5 milliards d'euros, à peu près en disant on va provisionner. Mais surtout, il avait prévu de payer cette ardoise sur plusieurs années. Or, la censure du Conseil constitutionnel l'oblige à payer tout maintenant. Donc ça veut dire que ce n'est pas 5 milliards sur 5 ans, c'est 10 milliards tout de suite. Ce n'est pas tout à fait la même ampleur, c'est beaucoup plus grave. Et c'est grave pour les comptes publics, parce que 10 milliards, quand même, il faut le savoir, 10 milliards, c'est l'équivalent du budget annuel du ministère de l'écologie. C'est un tiers des crédits du ministère de la Défense. Donc comment il va faire pour répondre spécifiquement à votre question? Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de ne pas répondre aux questions que vous me posez. C'est bien. On va essayer de le faire quand même. Comment il va faire? Déjà, l'État va prendre 5 milliards à sa charge. Donc sur les 10, il dit, moi, je paye la moitié. J'ai fait une connerie, donc je prends 50% à ma charge. Bon, c'est facile, il y a plus de croissance que prévu, donc il va y avoir plus de recettes fiscales, donc une partie des 5 milliards vont être payés naturellement par le regain de croissance. Mais les 5 autres milliards, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux entreprises de les payer. C'est-à-dire qu'il va créer 2 surtaxes. Je vous passe les détails qui sont éminemment complexes, mais grosso modo, il demande, je dois vous rembourser de l'argent, à vous, Jean-Baptiste, donc je vais vous emprunter l'argent que je dois vous rembourser. Donc grosso modo, sur les 10 milliards, il y en a 5 qui va aller piocher dans les caisses des entreprises. Mais on est en droit de se... Oui, allez-y, Michel, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait si on a moins de productivité? Moins de productivité?
Là, l'avantage, c'est que ce n'est pas lié à la productivité. C'est que cette surtaxe va être faite par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, il n'y a que 318 entreprises qui vont être surtaxées de manière provisoire et temporaire pour financer, pour payer, pour abonder ces 5 milliards d'euros. Mais alors, quand même, c'est prolonger ce que dit Michel, comment en est-on arrivé quand même à ce résultat d'une taxe annulée 5 ans après sa mise en œuvre? C'est lunaire. C'est lunaire, mais c'est la France. Vous savez, il y avait, je ne sais plus qui disait que le fisc était génial parce qu'il n'avait pas, il n'y avait aucune limite pour inventer de nouvelles taxes. C'est le cas. Surtout qu'il faut savoir que cette taxe, donc, qui a été invalidée le 6 octobre par le Conseil constitutionnel, avait elle-même été créée pour rembourser un contentieux auquel l'État avait été condamné en 2012. D'accord. Sous Nicolas Sarkozy, il y avait une taxe sur les OPCVM, c'est compliqué, qui avait été créée. Boum, le Conseil constitutionnel dit c'est pas bon, il faut rembourser. Donc il a fallu trouver en urgence 2 milliards par an pour payer ce contentieux de l'État par rapport aux entreprises. Donc on a inventé cette taxe. À l'époque, c'est vrai, il faut avouer que ni le Conseil d'État qui est chargé d'orienter le gouvernement sur la légalité des textes qu'il fait voter, ni le Conseil d'État, ni les fiscalistes n'ont dit au gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement Ayrault, vous allez dans le mur. Effectivement, certains ont dit la taxe est bancale, c'est juridiquement instable, mais ça devrait passer. Et le Conseil constitutionnel, à l'époque, n'avait pas été saisi de se prononcer sur la taxe. Donc final, il se prononce 5 ans plus tard, on est en 2017. Il se prononce 5 ans plus tard parce qu'entre deux, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un revirement de jurisprudence européenne. C'est-à-dire que l'Europe a changé son fusil d'épaule et ce qui était possible avant ne l'est plus après. Et donc là, les entreprises se sont engouffrées dans la brèche. Elles se sont dit, attendez, moi, vous me demandez de payer une taxe qu'au niveau européen, on dit qu'elle est illégale, donc je demande le remboursement. Et donc les contentieux se sont accumulés petit à petit pour représenter jusqu'à 5 milliards d'euros. Et là où le bas blesse, là où il y a le vrai problème, en vérité, c'est que personne à un moment n'a dit stop. C'est ça, personne n'a dit stop. Personne n'a dit stop, on arrête les frais, on va trouver autre chose, parce que là on est en train d'accumuler une créance. L'État est en train d'accumuler une créance sur l'entreprise qu'il va bien lui falloir rembourser à un moment ou à un autre. Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a laissé faire et on a eu une double conjonction. C'est que, personne n'a cru au moment où on savait que c'était instable et que ça allait être censuré, que la censure du Conseil constitutionnel serait intégrale. Parce que là, la conséquence d'une censure intégrale, c'est qu'il faut tout rembourser maintenant. Une censure partielle fait qu'on peut s'arranger. Donc personne n'avait anticipé cette censure partielle. Et surtout, lorsqu'il y a eu il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les premiers contentieux qui sont remontés auprès de l'État, ça a donné l'idée à d'autres personnes. Donc les 5 milliards sont vite devenus 10 milliards, alors que l'État n'avait budgétisé au départ que 5 milliards d'euros. Qui sont les responsables de ce fiasco qui coûte 10 milliards d'euros On va avoir les noms. On va voir les noms. Je vais balancer. Michel, il dit non. C'est justement. Moi, j'étais pas là. Moi, j'ai pas vu. Je suis pas au courant. Tu sais quoi, la nuit du 12 au 13, entre 2h et 3h du matin. Je vous le dirai pas. C'est personnel. Ce rapport de l'Inspection Générale des Finances. Justement, ce qui est très drôle, c'est que c'est l'Inspection Générale des Finances qui est chargée de se prononcer demain. Qui rédige ce rapport? C'est que c'est la patronne. C'est-à-dire que là, ils vont pas, c'est pas un petit jeune de 25 ans qui débute dans la profession, énarque, propre sur lui avec des souliers propres, pas du tout. C'est la patronne de l'IGF. La patronne s'appelle Marie-Christine Le Petit. Et pour la petite histoire, vous savez ce qu'elle faisait avant, Marie-Christine Le Petit? Eh bien non. C'était la patronne de ce qu'on appelle la direction de la législation fiscale sous Nicolas Sarkozy. C'est elle-même qui avait inventé la taxe, qui a été supprimée et qui a conduit François Hollande à inventer une taxe pour rembourser le contentieux. Qui aujourd'hui fait son rapport pour dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, si vous voulez, elle va un peu, quelque part, s'auto-analyser. Mais là où c'est plus grave encore, c'est que nombre des personnes qui aient gravité dans l'entourage de la création de cette taxe sont encore en poste aujourd'hui. Je vais vous citer quelques noms. Un certain Emmanuel Macron. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie et des finances. La boulette, Je crois qu'il a eu une petite promotion il n'y a pas longtemps. Il est resté au même endroit, mais il est président de la République. Son secrétaire général, Alexis Kohler, le numéro 2 de l'Élysée. À l'époque, il était directeur de cabinet de Pierre Moscovici, ministre des Finances. Autre exemple. Amélie Verdier, ça vous la connaissez pas, là personne ne la connaît, Amélie Verdier. À l'époque, elle était directrice de cabinet du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Et aujourd'hui, elle est quoi? Elle est directrice du budget. Donc elle a créé cette taxe et aujourd'hui, elle est chargée de dire comment il faut faire pour ne pas la payer. Et il y a d'autres personnes comme ça, qui sont chargées de faire. Mais là où c'est le plus drôle, quand même, et je finis par ça. Oui, c'est drôle. C'est déjà là, je ne sais pas si ça ne ferait pas un sketch, Michel. Encore pire, c'est que toutes ces personnes dont je vais citer les noms, à l'exception d'Alexis Kohler, vous savez d'où ils viennent? Vous savez d'où ils sortent? De l'Inspection Générale des Finances. Ça veut dire que l'Inspection Générale des Finances est chargée de trouver des responsables, et parmi ces responsables, c'est que des gens qu'elle a créés elle-même.
Marc, merci beaucoup. Merci de Marc. toutes ces précisions. Tout C'est à quand fait. même... on retrouve 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards, 10 milliards, on sait qui va payer, c'est qui est responsable de toute façon. Évidemment, on retrouve vos papiers dans le Figaro Saumon et sur lefigaro.fr. Merci beaucoup Marc de toutes ces précisions. Michel M, un petit commentaire à ajouter? Bah non, moi j'ai trouvé pas ça très drôle finalement. C'est pas extrêmement drôle. Oui, c'est vrai que nous rions, mais en fait, ce n'est pas drôle. Très amusant. Mais au final, Non mais l'histoire, c'est vrai que c'est quand même fou quand on décortique tout ça. Charlotte, Oui. après l'économie, parlons sport. Parlons sport. bobsleigh. Ah non, beaucoup plus simple, avec notre spécialiste du sport au Figaro, Léo Lecomte. Bonjour Léo d'abord. Bonjour Charlotte. Bonjour, Léo. Je rappelle que vous êtes, Marc et Fred. vous êtes Léo, journaliste au service sport du Figaro, puis vous êtes aussi présentateur de l'hebdo sport du Figaro qui s'appelle m'arrive. 45 minutes chrono, diffusé chaque lundi après-midi sur Figaro Live. Merci d'être avec nous. On parle rugby avec vous aujourd'hui. Karaoké le jeudi soir aussi. Le Aussi. rugby, Au Bougelot Café. c'est le retour du rugby et du 15 de Avec le France. 15 de France. Écoutez-moi, Léo. Mais oui, mais Enfin, c'est écouter Charlotte. Soirée karaoké, Mais quand même. ça ressort. Déjà que nous sommes déjà un petit peu en retard. Ah bon? Donc, le retour du rugby international et du 15 de France, c'est ce samedi 11 novembre contre les All Blacks. Et ça pourrait être très, très douloureux pour les amoureux de l'Ovalie. La dernière sortie des Bleus s'était soldée par 3 déroutes en Afrique du Sud et une gigantesque gueule de bois pour tout le rugby tricolore. Alors, Léo, face aux All Blacks, le 15 de France va-t-il droit dans le mur? Dans le mur black, en tout cas, je pense que belle transition. Belle transition. Non, ça va être compliqué. Déjà, Michel nous disait avant l'émission que il aimait les grands rendez-vous, il aimait les grands matchs. Et France-Nouvelle-Zélande, ce samedi, c'est forcément un grand match. La Nouvelle-Zélande, je l'apprends à personne, c'est la meilleure équipe du monde depuis des années, double champion du monde. 2011 contre la France en finale. 2015, c'est une équipe absolument énorme. Et ça joue contre la France. Les 2 dernières fois, on les a joués. En Coupe du Monde, quart de finale 2015, 62-10. Quand même. Voilà. Pour, Pour les Blacks. Pour les Blacks. Vous ne suivez pas, Marc. Et au dernier test de novembre, l'année dernière, et là, on les avait un petit peu accrochés. Il n'empêche que ce 15 de France, comme Charlotte nous l'a si bien dit, il va pas très bien. 3 matchs en Afrique du Sud, 3 grosses déculottées. Branle-bas de combat à la fédération. Ouais. Bernard Laporte qui commence à venir parler. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, qui vient parler à Guinoves, qui lui explique qu'il faut du renouveau. qui est l'entraîneur du 15 de France. Un projet de jeu un petit peu difficile à lire depuis quelques années. Et puis la Coupe du Monde qui est dans 2 ans. Face à ça, on doit jouer les All Blacks qui sont invaincus, qui ont une seule défaite cette saison, mais dans leur championnat, l'équivalent du Six Nations qu'on appelle le Rugby Championship, ils sont invaincus. Ils ont mis 57-0 à l'Afrique du Sud, ils ont mis 52 à 14 à l'Australie. Enfin, c'est une machine de guerre, la Nouvelle-Zélande. Dan Carter, l'ancien meilleur joueur du monde qui n'est plus dans cette équipe, a dit cette équipe joue mieux maintenant que je suis plus là. Voilà, donc ça vous dresse l'étalage. Donc est-ce qu'elle va droit dans le mur? Elle va droit dans un mur black, a priori. Oui, ça Léo, semble être très compliqué. rassurez-nous quand même, est-ce qu'il y a un motif au moins de se réjouir? Il y a toujours une vague de renouveau au sein de l'effectif français. Il y a toujours un motif de se réjouir, Charlotte, effectivement. Alors, dans notre malheur, parce qu'en plus de ça, 16 forfaits dans le 15 de France avant la rencontre. Pour jouer, c'est pas simple. Voilà, 16 forfaits sur 15. 16 forfaits. Non, sur le groupe qui avait tablé. Les 16 sont remplacés. Et donc, grâce à ces 16 forfaits et grâce au renouveau demandé par Bernard Laporte, si je vous cite les noms, Doumerou, Bello, Cancorier, Gabriagues, je pense pas que ça vous parle. Moi non, mais a priori, Michel, non plus. Mais Charlotte, oui. Bien sûr. A priori, c'est 4 joueurs qui devraient être titulaires. Patrice Evra. Non. Oh là là, mais quelle catastrophe. Il est bon en économie, mais il dit n'importe quoi. Dès que c'est plus votre domaine, là, vous perdez pied, là. Non, c'est des joueurs qui ont, Fred, 0 sélection. Ils n'ont jamais joué avec le 15 de France. C'est peut-être ça qui va Et être la révélation. ils devraient commencer. Voilà. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on a 4 normalement petits nouveaux qui ont 0 sélection et surtout un petit numéro 9 qui s'appelle Antoine Dupont. Il a 20 ans. 20 ans. C'est, pardon l'expression, mais ce joueur, c'est une tuerie. Ça fait 4 saisons qu'il enchante le top 14. Cette année, il a signé à Toulouse, qui l'année dernière a fait une saison catastrophique. Il fait renaître Toulouse de ses centres cette saison. Et là, il va commencer normalement titulaire contre les All Blacks. Il fait 1m74, 82 kg. Mon gabarit à peu près. Voilà. Du coup, il va avoir un peu la pression. Passe partout. Je ne sais pas s'il y aura la pression, mais c'est vraiment des joueurs qu'on a envie de voir jouer. C'est jeunes, et ce jeune en particulier. Et c'est peut-être là que le salut de l'équipe de France, Antoine Dupont. On va suivre Antoine Dupont. Donc il y a ce match contre les Blacks et puis il y a d'autres matchs derrière qui pourraient être 21h. Samedi 21h absolument. Et après il y a d'autres matchs. Ouais. Et ça pourrait être quand même révélateur de la situation du groupe, de son physique, de son état de forme. Son état de forme. Bah oui, parce qu'on vous l'a dit, le 15 de France, il va pas très bien. Et forcément, un match contre les Blacks, si on perd ou si on se prend une rouste, est-ce que ce seul match va être vraiment révélateur de l'état du 15 de France ?
on a envie de savoir s'ils vont mieux. Difficile à dire parce que c'est la meilleure équipe du monde, et même Guy Novès l'a dit, quand on fait un sprint contre Usain Bolt, on veut le battre, mais c'est difficile. Ça tire. Là, c'est un peu la même image. Les Néo-Zélandais, on veut les battre, mais ça va être compliqué. La semaine d'après, les Français, ils jouent l'Afrique du Sud, et 2 semaines après, ils jouent le Japon. Attention, le Japon, il y a quelques années, c'était assez faible, mais c'est une équipe qui progresse, qui accueille la Coupe du Monde dans 2 ans, et ces 2 matchs devraient être bien plus révélateurs si jamais on se prend une déculottée, parce que si on bat les Néo-Zélandais samedi, a priori, Ça devrait être simple tout va bien. Face à l'Andorre dans un mois. Je ne crois pas que l'Andorre ne joue au rugby, malheureusement. Il ne connaît strictement rien. Mais oui, ça aurait été plus simple. Mais en tout cas, ces 2 matchs, effectivement, Afrique du Sud et Japon, dans 1 semaine et dans 2 semaines, vont vraiment marquer, ça va être un petit peu les marqueurs de l'état de forme du 15 de France. Peut-être un peu plus que ce match samedi, qui là, c'est le match de gala. On a envie de voir les Blacks. Samedi 21h au Stade de France. On sera au rendez-vous. C'est au Stade de France. C'est au Stade de France. C'est au Stade de France. Merci beaucoup Léo Lecomte. On retrouve vos sujets sur Figaro.fr et chaque lundi à 16h10 aux manettes de l'émission 45 minutes chrono sur Figaro Live. Michel Leb, on le disait tout à l'heure quand même, une forme physique extraordinaire. Vous êtes au top du top. Une silhouette Pourtant, impeccable. je fais rien pour ça. Non, sérieux, vous faites rien, c'est pas. Je mange, je bois, je me couche à des heures impossibles. J'ai une vie, une 3e mi-temps en permanence. Je n'arrête pas. On ne vous croit pas une seconde. On vous croit pas. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Vous faites quelque chose pour entretenir la machine Leb. Écoutez, moi, je fais une chose tous les jours que je recommande à chacun d'entre vous, c'est de faire une demi-heure de sport tous les matins, c'est-à-dire de marcher. Quand je pars marcher, que ce soit dans la campagne ou dans la ville, peu importe, je marche une demi-heure tous les matins. Je marche vite, je ne cours pas parce que c'est mauvais pour les articulations à la longue, mais marcher vite, c'est excellent pour la santé. Faire ça tous les matins, je vous assure que c'est excellent. On prend bonne note. Faites-le. Moi, je le fais. Moi, tous les matins, toutes les nuits. Tu cours. Ah, Ouais, je cours. oui. On est à mi-parcours de l'émission. Merci Léo, merci Marc. On vous retrouve bientôt pour anticiper d'autres sujets d'actualité. On vous laisse repartir. Merci. Tout de suite. Tout de suite, on passe à l'interview. Oui, nous quitte, on va passer à l'interview. Alors, je dis jingle. Pour le début. Ça va Michel? Très bien. Tout se passe bien pour vous pour l'instant? Ben, tout va très bien. Vous vous sentez bien? Pourquoi pour l'instant? Je vous propose qu'on se concentre un peu sur vous et sur votre personne. Alors là, c'est volontiers. Attentivement, car Fred va vous décortiquer, Décortiquez-moi. vous ça me fait découper avec ses petits outils. Attention, c'est très très précis. Allez. Michel Leb, vous êtes à mes yeux l'artiste par excellence, the artiste. Mais comment saluer les 40 ans de carrière d'une des plus grosses cylindrées du show business? The artiste oblige, j'ai bien pensé rester muet, mais ça a déjà été fait. Alors, les yeux écarquillés, je suis allé dans votre coffre à battage. J'ai découvert en vrac clé à mirette, brosse à réjouir, machine à rêver, aiguille à triturer les accents. Il y avait même un vieux marteau-rieur. Et dans un coin, ayant à peine servi, un étui à petite colère en argent collé à une trousse à chuchotis. C'est ravissant. Mais ce n'est pas tout. Dans ce grand panier à oser, j'ai trouvé aussi quelques pinceaux. Oui, Michel, il faut bien avouer que vous êtes aussi un peintre contemporain. Vous esquissez, ébauchez, nuancez, estompez notre quotidien, une touche de gaieté par-ci, un gros trait par-là, du rire aux larmes, de Madame Doubtfire à 12 hommes en colère, vous utilisez toutes les douleurs de nos palettes. En bon quincaillier, évidemment, des sentiments, dans cette corbeille à pépier, j'ai aussi repéré des vices et des vertus. En fouillant plus en avant dans cette malle à dédale, j'ai même déniché tous les outils avec lesquels vous binez, bêchez, creusez vos idées. Et oui, en bon terrien, pour cultiver vos personnages de l'Africain au Chinois en passant par les moustiques, vous n'avez pas peur de prendre votre propre terreau par les cornes. Tel le paysan qui sème, vous veillez au grain, vous plantez, ça pousse, ça éclabousse, on se trémousse de rire. Le comédien que vous êtes, un peu plus narcissique que le susnommé, sème aussi. Mais vous, Michel, vous êtes payé à chaque fin des mois. D'ailleurs, ne dit-on pas que toute trouvaille mérite salaire? Le temps m'est compté, Michel, je ne peux continuer à évoquer vos talents de chanteur, crooner ou musicien, cela risquerait de faire jaser. Mais vous l'avez bien compris, Michel, je vous l'aime beaucoup. Merci d'être notre invité. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, c'est bien, hein, c'est bien.
Alors, Bravo. Michel Leb, pendant notre interview, Fred nous interrompra, ne soyez pas surpris. Il y a des questions d'internautes qui sont arrivées, qu'on va vous poser. Et on n'hésitera pas. Une question, une réponse courte. Oui, Comme ça, on comme peut avoir ça, plein de Fred. questions des internautes. Réponse courte. Réponse courte, autant que faire se peut. Je vous laisse. Michel Leb, cette fois encore, vous êtes en pleine promotion Oui. pour votre actualité, le spectacle, le livre. Et vous êtes, encore une fois, la cible de critiques. On vous accuse, certains vous accusent que vos sketchs sont parfois racistes, celui de l'Africain en particulier. Qu'est-ce que suscitent ces réactions chez vous ? C'est ridicule, quoi. Ça n'a pas de sens, parce que à l'époque, quand on faisait des sketchs dans les années 80, quand on faisait des imitations, je faisais des imitations, on était invité dans toutes les émissions, pratiquement dans toutes les émissions. On n'était pas raciste du tout. Tout d'un coup, je suis devenu raciste du jour au lendemain. Je comprends pas. Je comprends pas, parce que autant les sketchs que je faisais à l'époque pouvaient être un peu excessifs, un petit peu avec des vannes un peu nulles. Ça, je suis d'accord, c'était complètement. Enfin, c'était dans l'esprit du temps. Bon, aujourd'hui, il est évident que si je reprends l'Africain dans mon spectacle, je raconte plutôt l'Africain tel qu'il existe, c'est-à-dire en partant de la musique africaine, de la musique africaine jusqu'au jazz. C'est exactement ce dessin-là que je fais. Et les personnages qui sont des imitations d'accent, qui sont des personnages qu'on imite, quoi. Quand vous imitez François Hollande, quand vous imitez un accent belge, suisse, je sais pas, chinois, on peut aussi faire l'accent africain. Ce qui serait pas bien, c'est de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment, ce serait une ségrégation dans l'autre sens. Donc pour moi, c'est une aberration totale. C'est un mot que je ne comprends pas, le racisme. Pourquoi vous persistez à les jouer, vu les critiques, et pourquoi vous continuez à vous défendre ? Non, parce que vous me posez la question. Je réponds parce que vous me posez la question. Mais je continue à le faire parce que c'est quelque chose qui fait partie de ce que j'ai fait toujours. Justement, les 40 ans de carrière que je fais là, bien sûr, c'est un anniversaire. Donc, dans cet anniversaire, j'ai essayé de trouver quelque chose, enfin un spectacle qui corresponde à la fois aux envies du public et à ce que moi j'aime faire. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est un spectacle total, c'est-à-dire où il y a à la fois de la musique, il y a à la fois des imitations, il y a des sketchs, des parodies, des pastiches, des hommages, etc. Donc, je veux dire, c'est quelque chose de très complexe. C'est un mot qui n'existe plus, le musical, et c'est un mot qui permet de tout faire, c'est-à-dire d'être libre. Voilà. Et cette liberté-là, c'est-à-dire chanter, danser, imiter, tout ce que je viens de vous dire, et d'être heureux sur scène et de trouver justement un équilibre entre ce qu'aime le public et ce que moi j'ai envie de faire. Voilà. Et je ne vais pas me priver de certaines choses que j'aime faire et qui ne sont absolument pas. Alors jamais, je tiens à le préciser maintenant, parce que c'est une réponse un petit peu longue, mais c'est vrai, il n'y a pas l'once d'une incitation à la haine et il n'y a aucun propos malveillant. Un point, c'est tout. Jamais, jamais, jamais. Comme ça, c'est dit. Il y a une question qui vient de tomber de Alain. Michel, avec quel humoriste aimeriez-vous travailler ? Avec Gad Elmaleh, beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui est complet et qui aime faire beaucoup de choses. Gad Elmaleh. Parfait, merci. Un choix excellent. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait énormément de talent. Énormément. Et c'est vrai. Michel Leb, ce qui ressort de votre livre, en tout cas, c'est votre formidable enthousiasme à vous investir dans ce qui vous tient à cœur. Le jazz, bien sûr, vos idoles, mais aussi New York, l'Italie, votre femme à qui vous rendez hommage, vos enfants, vos engagements auprès d'associations, et puis évidemment, votre investissement dans la restauration de cette chapelle magnifique du village d'Opède dans le Vaucluse. Grâce à vous, et vous le dites dans votre livre, des miracles s'y produisent. Racontez-nous. Ah, vous voulez que je vous raconte les miracles qui se produisent dans cette chapelle à Opède-le-Vieux? Depuis que vous l'avez restaurée, c'est incroyable. Écoutez, un de mes amis, oui, et je suis encore en train de la restaurer, c'est pas terminé. Un de mes amis était brouillé avec sa mère, il a fait une petite prière, il est ressorti, sa mère l'a appelé dans l'instant, ça faisait 2 ans qu'il ne l'avait pas vu. Une autre personne était en dialyse d'un rein, attendait un rein, et il est entré dans la chapelle faire une petite prière, clac, il est ressorti, le CHU de Lyon l'a rappelé, il a été obligé de retourner à Lyon vite fait pour que l'opération ait lieu. Et tout s'est très bien passé. Un troisième était cassé en 2 à cause d'un problème de lumbago. Je l'ai emmené à la chapelle parce qu'il faut monter, ça fait 5 minutes. Il est ressorti droit comme un i. Enfin voilà, bref, c'est une chapelle miraculeuse. Je suis persuadé que tout ça. Mais je vous assure, moi je crois à ça, donc voilà, c'est comme ça. Magnifique. Dans ce livre, vous confiez votre angoisse de la mort, vous en parlez beaucoup. Et curieusement, vous n'avez pas. C'est un livre comme un abécédaire, c'est le dictionnaire de ma vie. Oui. Donc chaque lettre correspond à un mot que vous avez choisi. Et curieusement, pour ce qui concerne la mort, ce n'est pas sous la lettre M comme mort que vous l'avez classé, mais sous la lettre F comme fin. Pourquoi vous tournez autour du pot ?
Oui, parce qu'en fait, on évite les réalités. La réalité, elle est là et il faut l'accepter. Vous voyez, dans une demi-heure d'ici, je vais me faire arracher une dent de sagesse. À mon âge, une dent de sagesse. On va m'enlever un peu de sagesse. La sagesse, on pense qu'elle vient avec l'âge. Pas du tout. Pas du tout. Plus on avance dans le temps, plus on est conscient de la fin, quoi, de la finitude des choses. Et l'histoire, elle va mal finir, on le sait. Bon, c'est pas juste, ça me révolte, ça me rend fou, tellement on aime la vie, tellement on aime les gens, tellement on aime être heureux, tellement on aime partager avec le public, donc même avec les gens en général, aussi bien dans la rue que n'importe où. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Le fait que ça va s'arrêter un jour, c'est intolérable, quoi. Il faut l'accepter. Alors c'est très difficile. Arriver à cette sagesse-là, moi je sais pas, j'y arrive pas, voilà. Voilà, j'y arrive pas. Et vous y pensez tout le temps. Et moi, je pense que, et je suis un peu comme d'Ormesson, enfin, je suis surtout, moi, j'ai une admiration formidable, mais quand je lis d'Ormesson, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que je ne crois pas, je ne sais pas, je suis agnostique, j'ai l'espoir. Voilà, je suis comme ça, j'ai l'espoir qu'il y a quelque chose. Voilà, après. Vous avouez même que, comme Mitterrand, vous croyez aux forces de l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie chez vous? Je crois qu'il y a une chose qui disparaîtra jamais, c'est la pensée. C'est une chose qui est éternelle. Ça va de... Mes parents m'ont transmis un patrimoine génétique, mais intellectuel, affectif, culturel, et que je vais transmettre à mes enfants. Ça ne disparaît pas. L'esprit est là et se prolonge et va d'être en être jusqu'à je ne sais pas quand. Mais en espérant toutefois que l'intelligence artificielle ne va pas nous squeezer complètement et qu'elle ne devienne pas consciente d'elle-même, parce que alors là, on est mort. C'est cette croyance qui vous a permis de surmonter l'épisode de votre vie dont vous dites qu'il a été le plus violent, c'est-à-dire le décès de votre mère. Ça a été un choc, évidemment, parce que c'était brutal. Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'avais passé une soirée la veille avec elle où j'étais un peu désagréable pour plein de raisons. On n'est pas toujours en forme. Et je l'avais un peu envoyé bouler. Je lui ai dit, écoute, arrête, tu me fatigues. Elle m'a dit, mais ne me parle pas comme ça parce que je ne suis pas éternelle. Je ne suis pas éternelle. Et le lendemain matin, à 6 h, elle n'était plus là. Donc... Ça vous bouleverse profondément. Et sa disparition a déclenché chez moi quelque chose d'assez incroyable, c'est que je suis devenu claustro et je suis devenu hypochondriaque. Voilà. Donc c'est pas marrant du tout pour l'entourage. Mais ça moi, c'est pas drôle, mais ces situations-là, ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait 20 ans que ça dure. Voilà. Et 20 ans que j'emmerde tout le monde avec mon hypochondrie. Et avec ma claustrophobie. On fait chier tout le monde. Oui. Êtes-vous drôle au quotidien, Michel nous demande Piotr. Dans une émission de télévision, mais nous aussi. Bon, d'accord. Une question de Piotr. Êtes-vous drôle au quotidien? Ça faut demander à mon entourage, à mes enfants. Je crois que oui, parce que j'aime. Bonne humeur. Ouais, je suis plutôt de bonne humeur. Super énergie, on voit quand même. Le clown triste, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas un clown triste. Charlotte, il vous en prie. On parlait de la mort, mais on parle aussi de la vie, évidemment. À propos de vie et de destin, vous auriez pu vous installer aux États-Unis et y faire carrière, et vous n'avez pas saisi cette opportunité. C'est un regret aujourd'hui pour vous? Non. Mais mon fils va me prendre le relais. Parce que mon fils, si vous voulez, c'est moi, mais en mieux. C'est-à-dire joli. Oui, c'est-à-dire que lui, il va tout faire ce que moi j'ai pas fait. C'est-à-dire que bon, il est parti 5 ans aux États-Unis. Je parle de mon fils, petite parenthèse, parce que bien sûr. Quand on est amoureux de quelqu'un, on est obligé de le dire. Hein. Donc je suis amoureux de mon fils et de mes enfants d'ailleurs. Mais enfin lui, parce que c'est lui, il fait des choses sur scène formidables. Il est drôle, il est machin, il fait plein de trucs, il chante très bien, il joue la comédie. Bon bref. Donc lui, il est parti 5 ans à New York. Moi j'aurais dû faire ça. Je l'ai pas fait. Pourquoi vous l'avez pas fait? Mais parce que je me suis déballonné. J'avais mes amis, mes enfants, mes amis, ma famille. J'avais pas envie de partir. Je me suis dit, si je pars là-bas, c'est foutu. J'ai tout ici. Je vais pas. C'est compliqué. Hein, il faut y rester. Mais par rapport à l'amour que vous portez à ce pays et au musical en particulier, on est étonné de savoir que vous n'avez pas de regrets par rapport à ce choix de vie. Non, j'ai pas de regrets parce que j'ai une chance inouïe de faire ici tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire, j'aime chanter. Je peux chanter avec l'orchestre de Count-Basie. Je peux aller faire du jazz. Je peux aller m'occuper du festival de jazz de Nice pendant plusieurs années. Je peux aller tourner un film. Je peux faire du téléfilm. Je m'éclate. Je fais de la scène aussi bien que vous avez cité 12 hommes en colère. Je suis heureux ici. Je suis heureux. C'est un pays que j'adore. Donc je dois dire, je ne vais pas aller aux États-Unis. Puis surtout pas maintenant. Là, surtout pas maintenant. Mais voilà, donc c'est ça. Une petite question, je vais retrouver ma place. Michel, est-ce que vos inspirations sont-elles quotidiennes? Est-ce que vous avez des images qui vous permettent de dire ça fera un bon sketch, ça fera... Oui, bien sûr, mais des gens, vous savez,
on puise tous, hein, les auteurs, les gens qui font de la scène, ou même les acteurs en général, puisent leur inspiration chez les autres, leur comportement, leur manière d'être, leur manière de penser. Et c'est vrai qu'il y a toute la journée, partout autour de nous, matière à faire des sketchs, à faire des gags, etc. Mais bon, là, pour le moment, mon spectacle, il est écrit. Oui. Il y a 2 heures de show. Ouh là là. Et c'est un vrai show, quoi, avec projection, avec un orchestre. Donc, vraiment, c'est un vrai spectacle, quoi. Un internaute veut vous poser une question. Un écoutez, internaute. Michel, arrête de parler. Mais Michel, stop. Il y a un moment, il faut dire. À un moment donné, il faut dire stop. Non, mais vous allez pouvoir répondre Non, à quelqu'un d'autre. à quelqu'un d'autre. C'est Maxime qui est en ligne. Bonjour Maxime. Oui, bonjour à tous, bonjour Michel. Eh bien voilà, vous avez Michel que pour vous. Vous pouvez lui poser une question. Ah, et ben en parlant justement d'inspiration et des États-Unis, je voulais avoir son avis, lui qui a été un modèle pour la génération de Gad et d'autres. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un petit scandale qui a éclaté sur, par exemple, Thomas Sisley et d'autres qui en fait s'inspiraient largement, pour ne pas dire copiaient en fait les sketchs d'humoristes américains. Est-ce que à votre époque, quand vous avez commencé dans le spectacle, cette pratique existait déjà et qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, écoutez, quand on prend 2-3 petites choses comme ça, d'1 minute, 2 minutes, et qu'on paye des droits, c'est normal, c'est pas du tout un problème, à partir du moment où vous respectez les choses. Les hommages qu'on peut rendre, par exemple, moi je dis, par exemple, quand je fais La Machine à écrire, je dis bien que c'est Jerry Lewis. Quand j'ai dirigé le Philharmonique, c'était un hommage à Danny Kaye. Même, il y a un sketch qui s'appelle La Ponctuation, que j'ai utilisé, qui est point et virgule, qui est un sketch, qui est quelque chose qui est un truc, un système de bruitage, que moi je faisais des bruitages à l'époque beaucoup, puisque je faisais Bégon vert, Bégon jaune, et je trouvais le sketch amusant. J'en ai fait autre chose, on a fait une adaptation, etc. Oui, mais il faut naturellement... moi je sais pas, je connais pas du tout Thomas Sisley, enfin je l'ai pas vu, je sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que on est tous plus ou moins influencés ou inspirés par des prédécesseurs, par des artistes précédents. Ça se passe comme ça, quand je vous parlais de transmission, c'est ça en fait. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maxime, voilà la réponse. C'était la réponse de Michel Leb. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt, Maxime. Merci, Maxime. À bientôt. Voilà, Michel, l'interview et son moment est terminé. Bah oui, on va passer à la seconde partie de l'émission, plein bord. Alors là, oui. Mais oui, mais juste avant, un petit extrait. Un extrait de la bande-annonce de votre spectacle. D'accord. On ne peut plus rire de tout. Mais alors si on ne peut plus rire de tout, chers amis, franchement, de quoi est-ce qu'on va rire? Le sexe et le pouvoir, ça c'est drôle. Hein? Le coup du scooter et du casque, ça c'est drôle. Comme il faut tout l'envers, il aurait pu mettre le scooter sur la tête et s'asseoir sur le casque. Il y a du swing. Je m'en dirais pas, hein? Stop, je vais vous la faire en allemand, c'est plus léger. Kriegen, fliegen, schlatzen, kriegen. Do you like jazz music? Oh shit. Hey, oh, hey, oh, hey, yeah. 40 ans. Fité. Viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission Marcelo Wiesfried. Bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour, vous êtes journaliste au service politique et on dira tout sur la présence d'Emmanuel Macron aux commémorations de novembre. À tout à l'heure, Marcelo. Mais tout de suite, on parle télévision avec Nicolas Voller. Bonjour Nicolas. Bonjour, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au TV Magazine. C'est le grand retour d'une absente, Alessandra Sublet, qui avait disparu des écrans radars de TF1 depuis de longs mois. Elle s'apprête à faire un retour à la télévision et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est bien accompagnée. Elle sera très bien accompagnée. Alors si je vous dis qu'elle est accompagnée d'un jeune qui est très doué, qui est beau gosse, qui marque des buts et qui a une célébration un peu spéciale qu'on connaît un peu tous, je vous donne un peu d'indices. Vous l'avez trouvé? Antoine Griezmann. Voilà, effectivement, elle réalise un très gros coup pour son retour à l'antenne. L'animatrice a réussi à convaincre le footballeur préféré aujourd'hui des Français, le nouveau chouchou, d'être le premier invité de sa nouvelle émission qui s'appelle Confidentiel. Ça s'appelle donc Griezmann Confidentiel. Ce sera diffusé sur TMC, pas TF1, TMC qui appartient au groupe. Ce sera mercredi soir
en prime time, au lendemain du match amical France-Allemagne. Et l'émission sera un petit peu dans la veine de ce qu'elle avait fait sur France 5. Ça s'appelait Fais-moi une place, si vous vous souvenez. avec Elle avait fait avec Carole Bouquet, ouais. avec Guy Bedos, exactement, où elle a été dans l'intimité des stars qui lui faisaient découvrir souvent leur maison, leur lieu de vacances, leur résidence secondaire. Là, Antoine Griezmann a ouvert toutes les portes, sa maison à Madrid, celle de sa famille à Mâcon. On va découvrir sa sœur Maude, qui est très importante dans sa vie. Qui est son attaché de presse, son assistante personnelle, son frère Théo. On ne verra pas sa femme et sa fille, ça reste top secret. Et puis la grande surprise, Christophe Maé qui témoigne, parce qu'on va découvrir qu'Antoine Griezmann est fan de Christophe Maé. Vous allez le voir chanter du Christophe Maé en voiture, avec enfin massacrer même du Christophe Maé, c'est plutôt le thème. Mais du coup, c'est vraiment drôle. Et Alessandra Sublet nous promet un Griezmann comme on ne l'a jamais vu. On imagine, oui, tout à fait. Ce retour d'Alessandra Sublet et sur TMC est assez inattendu. Que s'est-il passé pour elle depuis le mois de janvier, date de sa dernière apparition d'ailleurs sur TF1. Alors, il ne s'est rien passé de plus que la banale vie de la télévision, à savoir une émission qui s'arrête, faute d'audience. Ça s'appelait Action ou Vérité. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, Michel. Non. Vous avez fait C'est à vous, je crois, à l'époque de France 5. Oui. Et puis une disparition de l'antenne. Mais là où c'est le plus important, c'est le non-renouvellement de ce qu'on appelle son contrat d'exclusivité avec TF1, qui est arrivé à son terme au mois de juin. Vous savez que tous les animateurs des chaînes sont sous contrat d'exclusivité avec une chaîne. Lorsque ce contrat s'arrête, l'animateur est libre de travailler pour la chaîne, pourquoi pas, mais éventuellement pour d'autres chaînes. Selon les dires d'Alessandra Sublet, elle m'a confié que c'était son choix et qu'après une réunion avec Ara Aprikian, le DG de TF1, elle avait décidé de voler de ses propres ailes. Il voulait la retenir, mais les projets ne lui correspondaient pas à ce qu'elle avait envie de faire. Et tout ça s'est passé en bonne intelligence, ce qui semble évidemment être le cas, puisque son documentaire a été acheté par TMC, donc chaîne du groupe TF1. Mais alors là, je vous pose la question. Stop au suspense. Que va-t-elle faire alors ? Que va-t-elle faire, Alessandra ? Eh bien, elle va voler de ses propres ailes. Elle devient une indépendante, figurez-vous, une pigiste, comme on dit dans notre jargon. Elle a créé sa société de production avec l'homme qui l'avait lancé dans C'est à vous, Pierre-Antoine Capton, qui est le producteur, le patron de Troisième Œil Production, qui fait C'est à vous, Les Carnets de Julie, Zemmour et Nolo, un paquet d'émissions à la télé. Et son objectif, c'est de produire des documentaires et des magazines et de les vendre, évidemment, à différentes chaînes. Alors, ça va être le cas prochainement. Ça, c'est une exclusivité que vous découvrirez dans TV Mag ce week-end. Elle a été tournée un reportage ce week-end à Saint-Barth, qui est son île, l'endroit où elle va depuis son enfance. Après le passage de l'ouragan Irma, un sujet poignant et très fort qu'elle a vendu à 50 Minutes Inside, que vous verrez donc la semaine prochaine sur TF1. Évidemment, elle a du talent, elle a des idées, elle ne va pas manquer de sollicitations. Le seul bémol, c'est sa personnalité, évidemment, qui pousse les chaînes qui sont intéressées par Alessandra Sublet à lui demander d'incarner ces documentaires. Et souci en télévision, vous le savez bien, quand vous animez une émission sur TF1, que le lendemain vous êtes sur C8, que la semaine d'après vous êtes sur France 2, ça peut poser éventuellement un souci, même si vous n'avez pas de contrat d'exclusivité, pour reconnaître. Mais c'est à elle de montrer maintenant qu'elle peut s'ouvrir de nouveaux horizons. Et franchement, avec le talent qu'elle a, on ne doute pas qu'elle va rebondir. Qu'elle va y parvenir. Oui. Quel talent, ce Nicolas. Merci beaucoup. C'est tout sur Alessandra Sublet. Absolument tout. Et vous saurez tout, évidemment, dans TV Mag, avec une interview exclusive d'Antoine Griezmann, qui n'a pas parlé depuis. C'est ce que j'allais dire. Le nouveau TV Mag est disponible dès demain chez vos marchands de journaux. En couverture, évidemment, on la voit. Griezmann par Sublet, très belle couverture originale, sympa, et à découvrir tout ça dans le TV. Merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas. Michel Leb, vous êtes-vous déjà senti au creux de la vague ? Non. Réponse courte. Là, parce que il faut le dire. Plus court, hein. Mais non, mais ça ferait quoi ? Ça ferait... Non. Ouais, comme ça. Non, mais moi j'attends un peu plus de contenu quand même. Ouais. Au creux de la vague, ça veut dire quoi ? Sur 40 ans de carrière. Il y a un moment donné où les choses n'ont pas été toujours placées sous une bonne étoile. Vous avez peut-être un peu été moins sous le feu des projecteurs. J'ai mis 10 ans pour être connu du jour au lendemain, en fait. C'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, on rame un peu, on galère, on va à droite, on bosse, on travaille. Et puis un jour, on fait un coup de poker, on fait l'Olympia. Et grâce à Gérard Louvain, qui s'occupait de moi à l'époque, et au directeur de l'Olympia, Jean-Michel Boris, qui ont fait le pari de dire, bon allez, on le met à l'Olympia. Michel Drucker, j'avais fait une émission, et clac, tout d'un coup c'est parti. Donc Drucker, Louvain, Jean-Michel Boris, boum, crac. Et à partir de là, j'ai pas arrêté de bosser. Il n'y a pas eu de temps mort. J'ai pas arrêté de travailler. Merci Michel Leb. Justement, j'avais une question. Est-ce que la télé, c'est un bon marqueur, Michel, pour savoir si on est toujours dans le creux de la vague, dans la vague, de dire tout d'un coup, on ne le voit plus, il n'est plus invité dans les émissions de variété, etc. Ou est-ce que c'est un vrai marqueur important, la télé ? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du monde dans les salles. Bon, quelquefois, ça arrive qu'on ne fasse plus de télé pendant pas mal de temps.
En ce qui me concerne, beaucoup de mes amis du métier, ils continuent à aller dans les salles et c'est plein. Et donc les gens sans faire forcément de voilà, télé. Ouais. pas obligé de faire constamment la télévision. C'est une vitrine formidable pour ceux qui veulent démarrer, pour qu'ils se faire connaître, c'est très important. Mais il faut pas systématiquement faire de la télévision pour faire de la télévision. Il faut effectivement avoir, je sais pas moi, une présence effectivement médiatique de temps en temps. Mais bon, en ce qui nous concerne, le plus important pour nous, c'est d'avoir un rapport avec le public et d'aller dans des salles qui sont pleines. Voilà. Et en général, ça fonctionne comme ça. Bon, voilà, c'est pas du tout une obligation. Non. Eh bien, après la télévision, je vous propose que nous parlions politique, Michel. Je m'excuse, mais à une époque, je faisais les live shows. Oui, certains, cartonné d'ailleurs. Certains live shows, c'est très court. Quand il y avait 2 chaînes, on faisait 12 millions de téléspectateurs, 53% de part de marché. Oui. Il y a peu de programmes qui font ces Tout a scores-là changé, aujourd'hui, mais bien sûr. a changé. Donc, si on ne vous voit plus là, on vous voit là, mais si on ne vous voit pas là, on va vous zapper là. Ça va très vite, on ne sait plus. Évidemment, maintenant, tout est dilué. Donc, c'est très, très difficile d'imposer une image pour quelqu'un qui démarre. C'est extrêmement dur aujourd'hui. Oui, ça, c'est absolument. Nonobstant, on va parler de politique. Si Avec vous en êtes plaisir, d'accord. avec plaisir. Alors, après Pas moi, l'annonce. je Ah, mais c'est Marcelo qui va nous en parler parce que. Marcello. Non, Marcelo, argentin. Donc là, vous prononcez à l'italienne, mais c'est pas grave. On va pas faire de débat. Stop. Mais Pas Michel sur les parle accents. italien très très bien. Oui. Après l'annonce, donc la semaine dernière, Marcelo, merci d'être venu nous parler de politique. Donc, après l'annonce la semaine dernière d'une réduction du nombre de récipiendaires de la Légion d'honneur, on dit que le chef de l'État entendrait adopter un profil plus discret sur les questions de mémoire. Ça commence mal parce que le mois de novembre est un mois de commémoration. Et évidemment, le 13 novembre, lundi, donc, il va rendre hommage aux victimes des attentats à Paris perpétrés par Daesh il y a 2 ans. Est-ce que vous pourriez nous donner le programme et puis comme ça on en parle? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire quelque chose d'assez sobre finalement. Et surtout, il a prévenu ses équipes, ce sera la seule fois de son quinquennat qu'il va commémorer, lui, les tristes événements du 13 novembre. Il fera le 7 janvier quelque chose autour de Charlie, mais ensuite il laissera ça à son Premier ministre. Il ne veut pas s'enfermer dans une sorte de rôle ultra compassionnel, comme ce qu'a fait un peu François Hollande pendant tout son quinquennat. Donc il le fait une première fois, il va y aller, il n'y aura pas de discours, et ensuite on le reverra plus sur les commémorations. On souffle que François Hollande serait aussi invité, présent. Oui, parce que le 14 juillet, qui était la date anniversaire des tristes événements de Nice, le président avait invité ses 2 prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, donc a priori devraient se retrouver. Et encore une fois, on scrutera les sourires un peu de façade, parce qu'on sait qu'entre les 2 hommes, c'est plus du tout l'amour fou, et que là, ça s'envoie vacherie sur vacherie en privé, quoi. Mais pourquoi, un tout petit peu plus de détails, pourquoi le chef de l'État a décidé donc de se retirer de ces commémorations et que ce soit par exemple son Premier ministre qui représente la France? C'est une façon de ne pas s'enfermer dans un rôle qui est quand même assez retour lourd, comme mémoriel, on regarde en arrière. Et puis attention, Frédéric, si jamais dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine, il y a un attentat, on lui dira très bien, tu as fait la tournée, tu nous as fait pleurer au milieu des familles, etc. Occupe-toi plutôt de la sécurité. Donc ce genre de cérémonies sont à double tranchant pour un chef de l'État. D'accord. Donc il va se faire plus discret. Il se fera plus discret sur ces questions-là. Alors 2 jours plus tôt, le 11 novembre, Emmanuel Macron va aussi commémorer l'armistice de 1918, après avoir déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Que va faire le président ? Alors là, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il va aller, juste avant de faire les cérémonies habituelles, il va aller faire un saut du côté de Passy, dans le 16e, où se trouve l'ancien appartement de Georges Clémenceau, le père La Victoire, celui qui était le président du Conseil en 1917. On va fêter les 100 ans de cet événement. Et il va aller, c'est ce qu'on appelle, c'est le musée Clémenceau aujourd'hui. Il va aller inaugurer une galerie au 1er étage. Mais surtout, il va dans ce lieu qui est un lieu chargé de mémoire. Et ça, c'est un peu une nouveauté dans ces cérémonies qui sont en général assez carrées, quoi. Pourquoi c'est ajouté à ces commémorations? Alors c'est ajouté d'abord parce qu'on est sur les 100 ans il y a exactement 100 ans que Clémenceau est devenu le président du Conseil et qu'il a conduit la France à la victoire, triste victoire, mais victoire quand même. Et puis parce que Clémenceau, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage que les politiques adorent, à gauche comme à droite. Alors à gauche, on se souvient, Valls l'adorait, à droite, il y a d'autres personnages qu'il aime bien, et il aime bien pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui incarne beaucoup de choses. Il incarne les Français dans l'épreuve. Il incarne aussi une certaine autorité de l'État. Et puis, il a été Dreyfusard, c'est un homme d'écrit. Il y a
c'est un personnage que les Français aiment bien. C'est la première fois qu'un président de la République rend hommage à Georges Clemenceau. Alors, c'est pas la première fois, parce qu'en fait, Mitterrand était déjà allé dans cet appartement de Clemenceau quand il était président. Jacques Chirac, quand il était maire de Paris, était allé. Valls, quand il était Premier ministre, Valls adore Clemenceau. Jean-Yves Le Drian y est allé aussi quand il était ministre de la Défense. Et figurez-vous que dans un autre registre, Emmanuel Macron est allé se recueillir sur la tombe de Georges Clemenceau de façon extrêmement discrète. C'était l'an dernier, en août 2016. D'accord. Alors, avant de se quitter, il y a 2 dates qui vont arriver qui sont pour lui, enfin une qui est très importante, c'est le 16 novembre, jour de sa déclaration de candidature. Fait, ouais. Est-ce qu'il va célébrer cet anniversaire, lui? Alors nous, journalistes, on ne va pas le louper, on va faire des articles, comme on a fait pour les 6 mois, comme on a fait au mois d'août pour les 100 jours. Mais lui, il ne veut pas en entendre parler parce qu'il s'est fixé une sorte un peu de ligne de communication. C'est je ne me fais pas le commentateur de ma propre action. Donc, il ne fera rien de spécial. Nous, évidemment, les journalistes, on fera ce qu'on adore faire, c'est des bilans, des machins, des rappels. Mais lui ne fera rien le 16 novembre. 16 novembre. Et mai 68 J'allais vous dire. Voilà. On a appris qu'il avait renoncé un petit peu à... Alors là, c'est un peu plus curieux. C'est un peu plus curieux. Je vais vous raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'on appelle une fuite. En fait, ça ne devait pas sortir, qu'il était en train de préparer on va être quoi, les 60 ans, les 50 ans de mai 68. Donc, il a fait dire que finalement, il n'y aurait rien, aussi parce qu'il y a un début de polémique qui a commencé à naître. Macron, dans sa communication, il aime bien séquencer les choses. Et maintenant, il ne veut pas qu'on parle, par exemple, de la PMA. Il veut que la PMA, on en parle l'an prochain. Donc, il n'a pas du tout aimé que certains de ses ministres en parlent maintenant. De la même façon, mai 68, il n'a pas aimé qu'on commence à en parler maintenant. Donc, maintenant, l'Élysée nous dit on ne fera rien sur mai 68. Mais franchement, ça ne veut pas dire qu'il ne fera rien sur mai 68. Ça veut dire qu'il veut surtout qu'on n'en parle plus actuellement. Marcelo, merci beaucoup de votre vernis. Merci de ces précisions. On retrouve vos papiers dans le Figaro, évidemment, et sur lefigaro.fr. Michel Leb, dans votre ouvrage Le Dictionnaire de ma vie, vous dites qu'en politique, nous venons d'assister au show le plus magistral de la Ve République. Et vous ajoutez un avenir possible se dessine. Vous êtes plein d'espoir avec Emmanuel Macron? Oui, je crois qu'il faut lui laisser sa chance. Il a 4 ans, 4 ans et demi maintenant pour réussir. Je crois qu'il faut vraiment l'aider. Il faut le soutenir. Voilà, je crois que on a vraiment, quand je dis qu'il y avait un show théâtral, cinématographique, c'était un véritable scénario. Tout ce qui a précédé l'élection d'Emmanuel Macron était quand même extraordinairement fascinant. C'est un véritable scénario. Et maintenant, on a un jeune président, je pense, très dynamique et qui est en train de changer les choses. Vous l'avez rencontré? Jamais. Vous souhaitez le rencontrer? Oui, parce que je crois que c'est quelqu'un de très, très intéressant et en plus de très séduisant, je crois, aussi. Et puis, voilà. Merci Marc. Merci. Merci Marcelo. Merci Marcelo. Merci Nicolas. Non, merci Nicolas. Non, mais c'est votre voix. Je me disais. Et non, mais j'étais en train de penser. Je me disais, c'est vrai, il va venir forcément au spectacle. Qui? Emmanuel Macron. Sa femme adore le spectacle. Il va venir au spectacle. J'aimerais bien qu'il vienne, oui. Monsieur le Président de la République, si vous avez un petit moment, Michel Leb est sur scène au Casino de Paris à partir du 14 décembre jusqu'au 7 janvier pour son spectacle Leb 40 ans. Je ne pouvais pas faire mieux, Michel. Non, je l'invite. Je ne pouvais pas faire mieux, Michel. Je les invite tous les deux. Merci beaucoup Marcelo, merci beaucoup Nicolas Voller. Notre émission touche donc à sa fin. Je rappelle donc que vous célébrez vos 40 ans de carrière sur la scène du Casino de Paris. Vous serez aussi en tournée dans toute la France, la Belgique et la Suisse également, que vous venez de faire paraître le dictionnaire de ma vie aux éditions Kéro pour découvrir un peu plus l'homme, sa vie, son histoire derrière le jazzman, l'humoriste et l'acteur. Avant qu'on ne se quitte, Michel, je souhaite vous remettre le magazine que tout le monde s'arrache, que même Fred ne l'a pas, c'est le spécial hors-série du Madame Figaro, spécial fête pour faire des super recettes. Magnifique numéro pour faire le plein de gourmandises, de recettes chic, faciles. C'est bon. Je ne cuisine pas du tout. Michel, il nous reste quelques petites secondes. La semaine prochaine, à votre place, nous recevrons Anne Roumanoff. Donc, face caméra, si vous avez un petit mot pour Anne, ce sera avec plaisir. Alors, je vais dire à Anne, que j'adore, est-ce que tu pourrais, en direct, dans cette émission, scatter? Ah ça,
Bien. Gros challenge pour Anne Gros Romanoff. challenge. Encore merci à tous les deux, merci à tous. Merci Michel d'avoir été notre c'est moi, invité. c'est moi. Plein de bonnes choses Mais pour c'est- les 40 prochaines années. Oui, oui. On va dire ça comme ça Un défi Aznavour. Allez. Un défi Aznavour. C'est pas évident. Enfin bon, on va faire ce qu'il faut. Charlotte, merci. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. À bientôt. Merci, à bientôt.